Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Mais toute la substance est dans ce chemin du véritable développement qui était parti du constat réel de ce que vivaient nos populations rurales avec le dénuement constaté au milieu rural au Sénégal, l'inéquité territoriale qu'on vivait et qu'on essaie de corriger à travers les programmes alternatifs mis en œuvre. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. 3 années et demie après, j'avais vaincu celui qui m'avait donc demandé de quitter la tête de l'Assemblée nationale grâce à la confiance de mes compatriotes. Ce sont donc les circonstances et finalement la volonté d'être dans une position pour agir. C'est cela aussi, finalement, l'ambition présidentielle. Ce n'est pas une fin en soi d'occuper des fonctions de président de la République, des fonctions de décideur. C'est pour pouvoir avoir les moyens d'action, les moyens d'agir, de faire influencer le cours de l'histoire. Et c'est ce que nous sommes en train de bâtir au Sénégal. Une société émergente, inclusive, solidaire, transparente, où la bonne gouvernance est érigée en dogme et où la paix et la sécurité sont également des leviers essentiels pour notre vivre ensemble. Donc voilà ce qui a été un peu le fil conducteur de mon action à la tête de l'État. Et la politique et le pouvoir, je les conçois, comme je l'ai dit, comme des moyens de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays et aux populations. Donc ces moyens doivent répondre aux attentes qui nous sont exprimées au quotidien. Et depuis 2012, je peux dire que parallèlement à ma stratégie de transformation structurelle de l'économie sénégalaise, j'ai mis en œuvre une politique axée sur les conditions de vie des populations, pour une réponse aux attentes sociales en particulier. C'est pourquoi notre système de protection sociale a été beaucoup renforcé, et c'est tout l'axe 2 du plan Sénégal émergent, et cet axe 2 d'ailleurs va être renforcé davantage dans le nouveau PAP que nous venons aujourd'hui de présenter et qui verra plus de protection sociale, plus d'éducation, mais une éducation également qui tiendra compte des nécessaires changements qu'il faudra opérer dans les orientations. Ça veut dire que plus d'enseignement professionnel et technique, plus d'enseignement des sciences et des mathématiques, pour donner des perspectives meilleures à notre jeunesse, et aussi plus de pouvoir d'achat pour les travailleurs, plus de couverture maladie pour les ménages qui n'ont pas forcément de salaire à travers la CMU, plus d'accès universel sur les secteurs sociaux de base, l'électricité, l'eau potable, etc., etc. Et ça, c'est un volet essentiel. J'ai aussi accordé une attention soutenue à la bonne gouvernance. Parfois, ça fait beaucoup de bruit. Chaque fois que les gens, on leur demande de rendre des comptes, on dit qu'on veut régler des problèmes personnels. Il ne s'agit pas du tout de régler des problèmes personnels. Lorsqu'on gère les biens publics, on doit être capable à tout moment de rendre compte des produits de sa gestion. Nous devons tous nous préparer à cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu faire ce que nous avons fait jusque-là. Parce que les gens, ils savent que les ressources doivent être gérées de façon optimale et transparente. Sinon, on va rendre compte. Et les organes pour le contrôle de cette gestion, aujourd'hui, sont pleinement opérationnels et ont toute la liberté et toute la latitude pour exercer leur travail sans aucune contrainte. Ça, c'est l'axe 3 du PSE. Et c'est pourquoi aussi le travail que nous faisons en matière de sécurité et de défense est un travail essentiel quand on sait que nous restons un îlot de stabilité. Par la grâce de Dieu, on espère le demeurer très longtemps, mais dans un environnement hostile et difficile. Là aussi, il faut que les moyens de
mise à niveau des forces de défense et de sécurité puisse permettre la sécurisation des populations, mais également du territoire en tout lieu et en tout temps. Voilà ce que je voulais dire à travers cet ouvrage. J'ai beaucoup parlé aussi de l'Afrique, puisque l'Afrique est un continent qui fascine. C'est un continent spécial. J'ai souvent dit, il n'y a qu'à regarder la carte du monde pour voir au milieu cette carte de l'Afrique, avec, il faut le dire d'ailleurs, un très beau schéma. C'est une très belle figure. C'est le berceau de l'humanité. C'est un continent, le premier continent en vérité, où les premiers humains ont vécu. C'est le berceau de l'humanité. Ces terres ne sont plus contestables. C'est un continent aussi très résilient, qui a vécu des traumatismes historiques. On a parlé de la traite négrière, on a parlé de la colonisation. Donc 4 siècles où le continent a été soumis à des pressions extraordinaires. Il est là debout aujourd'hui malgré tout. Debout. Et c'est donc un continent résilient, mais qui n'est pas dans la revanche ou le sentiment de haine. Au contraire, nous avons les yeux tournés vers l'avenir. Nous tendons la main à toutes les parties du monde pourvu qu'on nous respecte dans notre dignité d'Africain. Et la dignité est un principe qui parcourt également cet ouvrage. Dignité d'Africain. Je disais à quelqu'un, nous avons une africanité ouverte. Nous sommes des Africains. Il faut qu'aussi les gens nous reconnaissent cela. On est différents, on est des Africains. Si vous êtes des Européens, là-bas il y a des Chinois. Nous, on est des Africains. Ça veut dire que nous avons nos valeurs de civilisation. Nous avons notre culture, notre manière d'être. Il ne faut pas qu'on nous assimile à autre chose. Nous sommes par contre ouverts au courant fécondant de civilisation. Et Senghor l'a théorisé depuis très longtemps. Dit on va aller vers le banquet de l'universel. La civilisation du donner et du recevoir. Mais dans un processus d'enracinement et d'ouverture. Il faut que nous soyons enracinés dans nos valeurs propres, puis ouverts. Donc, cette Afrique-là est une Afrique debout, qui veut coopérer avec le monde, qui veut coopérer avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis. Nous ne sommes plus la propriété de personne. C'est un continent libre aujourd'hui. C'est un continent qui a une jeunesse qui n'a pas connu, heureusement d'ailleurs, les affres de la colonisation. On n'a pas connu ça. Donc on n'a pas de soucis par rapport au passé. Quoique on ne doit pas oublier tout ce qui s'est fait. Mais enfin, nous sommes pour l'avenir de relations entre l'Afrique et le reste du monde, où tout le monde aura à gagner. Puisque l'Afrique, c'est quand même 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, c'est 3 fois la Chine. C'est 3 fois la Chine. Alors je ne sais pas c'est combien de fois l'Europe. Et ce continent a besoin d'être construit. Il a besoin d'infrastructures, de routes, de ponts, de chemins de fer, d'avions, de tout ce qu'il faut pour faire un monde et pour retenir sa jeunesse sur le continent. Voilà pourquoi notre combat aussi, quelque part, c'est le combat pour l'équité fiscale, à commencer par celle-là. Nous nous battons pour lutter contre l'évasion fiscale, contre ces politiques ultralibérales qui voudraient que l'exploitation des richesses naturelles ne donne pas droit au paiement de taxes. Il faut que les taxes soient payées pour que nous puissions aussi entretenir notre jeunesse, construire notre développement et retenir nos populations. Donc ce combat, nous le partageons, je pense, avec les pays du Nord. Et c'est pourquoi il y a quelques aspects sur cette Afrique que je veux en tout cas représenter et pour laquelle nous travaillons à consolider l'unité. Donc l'Union africaine est devenue une réalité. Nous avons un marché africain en construction et nous allons, l'objectif ultime des pères fondateurs du panafricanisme, c'était d'arriver vers les États-Unis de l'Afrique. Mais enfin, c'est un processus
en dollars ou en euros, on va arrondir, à peu près, disons, 28 milliards de dollars. Ça, c'est le montant global. Mais nous avions les 9 000 et quelques milliards de francs CFA, mais nous avions un gap que nous étions venus rechercher à Paris. Ce gap était de l'ordre de 5 milliards de dollars. Eh bien, cet après-midi, à la suite des engagements de tous les bailleurs, pas tous d'ailleurs, puisque certains n'ont pas encore donné leur contribution, comme la Chine, comme le Japon et comme certains les autres pays, nous sommes à 14 milliards de dollars par les seuls bailleurs de fonds publics. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la politique mise en œuvre depuis 2014 à travers le plan Sénégal émergent a été une politique qui a donné ses résultats en termes de croissance, mais de croissance inclusive, en termes de transformation structurelle de l'économie, en termes d'inclusion, de développement du capital humain. C'est tout l'axe 2 de notre plateforme Plan Sénégal émergent, mais aussi toute la partie gouvernance sans laquelle, évidemment, quels que soient les montants qui sont mis à contribution, il n'y aurait pas eu de résultat. Donc la communauté internationale nous a accompagnés dans la première phase où l'ensemble des engagements pris en 2014 à Paris ont été dépassés en termes de mise en œuvre et de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, vraiment, je suis un homme comblé puisque le PAP 2 qui va gouverner le Sénégal d'ici les 5 prochaines années a entièrement trouvé, avant même la réunion de demain avec le secteur privé, un financement complet. Donc c'est important à dire. Je voulais commencer par cette note et maintenant remercier l'éditeur Pierre Héraclès, remercier également tous ceux qui ont contribué à la mise en forme de cet ouvrage que j'ai voulu initier à la veille des élections de 2019, mais je dirais surtout à la fin du septennat qui m'a été confié par le peuple sénégalais, souverain. Il était de mon devoir, je crois, de m'ouvrir un peu plus à ce public qui m'a fait confiance, qui m'a élu, et qui avait peut-être besoin de mieux connaître l'homme qu'ils ont élu. Et comme je vais venir encore vers mes compatriotes solliciter à nouveau une confiance, il était, à mon sens, utile de me dévoiler davantage. Sur qui j'étais, qu'est-ce qui me faisait bouger, quels étaient mes principes, et surtout parler de moi intimement, de ma famille, de ma trajectoire académique, politique, humaine. C'est le condensé de tous ces récits qu'on retrouve à travers le Sénégal au cœur. Trajectoire personnelle et familiale. Et je suis un exemple vivant de ce que la condition sociale ne doit pas être un déterminisme qui bloque la progression de l'être humain. Donc la condition familiale ne doit pas enfermer l'individu dans un destin prescrit. Ça, c'est un message de confiance que je veux partager avec la jeunesse sénégalaise, avec la jeunesse africaine. Parce que à chaque fois, j'essaie de parler aux Sénégalais, mais je parle aussi aux Africains et je parle au reste du monde. Et vous verrez aussi dans ce livre, il y a toujours ces cercles concentriques. Le Sénégal d'abord, parce qu'il s'agit du Sénégal avant tout, mais le Sénégal est dans une Afrique debout. Mais l'Afrique est aussi dans un monde globalisé. Donc je parle aussi aux citoyens du monde. Et dans le livre, vous avez vu beaucoup de passages sur mes relations avec la France, les Français, puisqu'il y a une partie de moi, de ma formation qui a été faite dans ce beau pays. Et nous avons une relation particulière entre les Français et les Sénégalais, entre le Sénégal et la France
entre le Sénégal et le reste du monde. Alors, c'est pourquoi je disais à la jeunesse de mon pays, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, l'école de la République. C'est pourquoi il faut préserver les acquis de cette école de la République. Parce que c'est le meilleur ascenseur social. Et cette école-là doit être préservée à tout prix. Donc, ce message de confiance doit parvenir à la jeune génération, parfois perdue, qui a perdu les repères, qui est dans les voies de l'émigration clandestine. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous notons les décès à travers le désert du Sahara, à travers la Méditerranée. Et les rescapés qui parviennent en Europe sont quasiment, ils vivent dans des situations de sous-hommes, traqués qu'ils sont. Et nous devons, en tant qu'Africains, aussi nous lever et prendre les mesures que nous devons prendre en tant que dirigeants pour fixer la jeunesse africaine sur le continent africain, puisque son destin, comme je l'ai dit à Mme Merkel, n'est pas d'aller échouer dans la Méditerranée ou de mourir dans le désert. Le destin de la jeunesse africaine, c'est d'être les travailleurs de l'Afrique pour l'émergence du continent. Mon ambition en tant que jeune étudiant, jeune élève, c'était de devenir ingénieur. Ce rêve, je me suis battu pour le réaliser avec la claire conscience, comme tout jeune Sénégalais, de conditions modestes, c'est de réussir d'abord pour sa famille et de réussir pour soi-même, fonder une famille. Et ce rêve, par la grâce de Dieu, j'ai pu le réaliser conformément à mes désirs. Aussi, être président de la République, pour parler vrai, ce n'était pas le sens de mon engagement politique. Quand je m'engageais très jeune, d'abord dans les mouvements de gauche, j'ai cité un de mes oncles qui est dans la salle. J'aimerais quand même qu'il puisse montrer sa barbe. Abdoul Samba Ndiaye, il a été mon professeur de mathématiques. C'est lui qui m'a initié dans la littérature gauchiste. Enfin, gauchisant, je ne sais plus comment on les qualifie, mais maoïste. Hein? Très tôt, alors que je n'étais qu'élève de troisième et puis de seconde. C'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement maoïste au début de mes années universitaires. Et cela m'a beaucoup aidé, bien sûr, dans la formation future de l'homme. Mais maoïste, comme on a dit, à 20 ans, 30 ans, ça va. Au-delà, ça commence à poser problème. Donc, je suis donc rentré dans la politique pour combattre les injustices sociales, déjà, très tôt. Et cette ambition présidentielle, en vérité, n'est venue que dans mon ultime combat, lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, qu'on m'a voulu imposer des choses inacceptables, que j'avais refusé. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, bon, pendant qu'on y est, donc il faut faire face. Il y avait une telle agressivité, une telle volonté de destruction, qu'il fallait faire face. Et donc je dis, il y a de la résistance, mais au-delà de la résistance, il faut aller à la conquête. Et c'est cela qui a été, vraiment, ce n'est qu'à partir de 2008, donc c'est très récent. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va y aller. On va aller à la conquête des suffrages. On a lancé un parti à partir de rien. D'un groupuscule d'amis, de gens déterminés, mais très épris de paix et de justice. On est allé à la conquête des Sénégalais à travers le pays profond, et c'est cela la longue marche qui a été également décrite dans cet ouvrage. Longue marche d'ailleurs qui nous a permis de concevoir le programme que j'ai présenté en 2012 qui s'appelle le véritable chemin du développement, Yoonu Yokkute en Wolof. Et Yoonu Yokkute a été en vérité, disons, la mère gestante du PSE, puisque vous retrouverez à peu près la même chose. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.